Julien, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir à Vannes, sous la canicule. C'est vrai qu'on n'a pas frais aujourd'hui. Franchement, on n'a peut-être pas choisi la bonne journée, mais c'est pas grave, on va s'adapter. Est-ce que tu peux te présenter en 2 ou 3 minutes pour que les gens puissent comprendre un peu ton parcours dans la restauration ? Alors donc je m'appelle Julien Noré, je suis chef pâtissier du restaurant Iodé à Vannes et donc j'ai un parcours qui est un petit peu atypique. Je suis pas de formation initiale de restauration. De base, je suis ingénieur chimiste. D'accord. Avec une spécialisation en physico-chimie des aliments. Donc ce qui me prédestinait normalement à travailler à l'interface entre sciences et alimentaire. Oui. Mais après, on dit que la pâtisserie, c'est une science exacte au niveau des dosages. Donc la pâtisserie, c'est une science exacte, effectivement. Hein, moi, j'aime bien dire que la pâtisserie, c'est de la chimie comestible. Ok. Mais donc, effectivement, j'ai ce bagage qui me sert dans la conception et dans la manière dont je travaille. Ça me fait gagner beaucoup de temps parce que j'ai la connaissance sur... par exemple les texturants, enfin les réactions qui se passent quand on mélange certains ingrédients. Oui. Donc ça me permet de gagner beaucoup de temps. D'accord. Et donc j'ai cette formation-là. Et j'ai toujours beaucoup aimé cuisiner, hein, que ce soit avec ma mère, avec mes grands-mères quand j'étais petit. D'accord. J'ai toujours été beaucoup compétiteur. J'ai commencé par faire des concours en amateur où ça a été très à la mode il y a une quinzaine d'années, 10-15 ans. Où j'écumais à peu près tous les concours possibles sur le territoire français. D'accord. Mais du coup, plus en sucré ou en salé ? Plus en cuisine, pour le coup. Beaucoup en cuisine, quelques-uns quand même en pâtisserie, mais c'était quand même moins répandu à l'époque, c'était moins la mode. Oui. Et donc j'ai eu la chance d'être un petit peu repéré grâce à ça. J'ai été approché par Studio 89 donc en 2014 pour participer à une émission de cuisine. Oui. Dans les scripts de base, on ne savait pas le nom de l'émission, c'était pas encore décidé. Okay. On nous avait annoncé un concours pour amateurs avec une place à gagner dans Top Chef, mais il s'est avéré que sur la première saison, j'étais le seul amateur face à que des apprentis. D'accord. Donc ça, c'était la surprise de dernière minute. Voilà, donc après une fois qu'on est dedans et qu'on reçoit le coup de téléphone après les castings et qu'on te dit t'es pris pour la première saison, ouais. Maintenant qu'on y est, on y va. On y va, même si on apprend le casting. Et ça s'est passé comment du coup ? Ça s'est bien passé. Il y a eu une première phase de sélection donc en région. Au début, on nous avait dit que c'était Guylaine Arabian qui venait parce que dans l'ancien jury, c'était celle qui était un petit peu plus stricte et donc pour nous intimider un petit peu. Et puis finalement, c'est Philippe Etchebest qui a débarqué à la maison. Dans le level, c'est un peu pareil quand même, non ? Ouais, c'est un peu pareil, mais avec quand même un capital sympathie qui était plutôt agréable. Là, la première étape, ça passe. D'accord. Quelques semaines après, une épreuve en extérieur sur l'île d'Oléron, ça passe aussi pour la première. Un deuxième défi face à face où ça passe aussi. Okay. Et puis après, on se retrouve donc au niveau de la finale nationale. Là, on était 100 au début, on n'est plus que 10. Et puis les épreuves s'enchaînent et en fait, à chaque fois, ça passe jusqu'à arriver en finale. Ok. Donc quand le chef Etchebest passe derrière toi, que tu es en train de travailler, ça te déstabilise ou... Oui, parce que c'est quand même une pointure dans le domaine et c'est vrai que il y a tout le contexte de caméra, de journaliste, de studio à l'époque avec des spots où on crevait de chaud. En plus on a tourné au mois de juillet, c'était affreux. Donc ça plus la chaleur. Ça plus le reste et donc c'est des conditions qui sont un petit peu difficiles, mais ça nous pousse aussi à nous surpasser. Oui. Et donc j'ai fini deuxième du programme. Ça ouvre beaucoup de visibilité, beaucoup de médiatisation. Et dans le même temps, j'avais commencé à échanger sur Facebook à l'époque avec mon ancien chef Alain Géham, qui m'a proposé de faire, qui m'a d'abord invité pour mon anniversaire à manger à AG Saint-Germain. Donc c'était la première rencontre. Il m'a invité dans son établissement. Ça a plutôt bien matché. De là, il m'a proposé de faire un dîner à 4 mains dans ce restaurant. Donc on a organisé tout ça et il était sur l'ouverture d'AG Les Halles donc en toute fin 2015 au moment où il y a eu les attentats du Bataclan et il m'a proposé un poste donc sur son nouveau bistrot AG Les Halles. D'accord.
Au début, j'étais pas trop chaud parce qu'il voulait plutôt me proposer un poste en cuisine. Et j'ai dit non, moi, ce que je veux faire, c'est de la pâtisserie, parce que je faisais des extras en parallèle de mon stage de fin d'études sur Paris, le soir, en pâtisserie, et ça me plaisait bien. Du coup, il m'a proposé de rentrer donc en pâtisserie dans ce bistrot. Et puis après, les choses se sont un petit peu enchaînées. Il est toujours plein de projets, plein d'idées. Donc c'est vrai que ça a été assez rapide. J'ai commencé à bosser avec lui au tout début de l'année 2016. J'ai mis le pied dans ce milieu professionnel. Et là, un concours où je vois l'appel à candidature sur les réseaux sociaux, championnat de France de dessert. Je dis bon, why not en fait. On fonce. Je dis j'ai rien à perdre. Je vais voir comment ça se passe et puis si ça se passe bien, on verra. Et puis si ça se passe mal, au moins ça fait toujours une expérience enrichissante, des rencontres et voilà. Oui. Donc là, c'est pareil, dossier, sélection sur dossier, finale régionale. Donc j'ai déjà eu la belle surprise d'être sélectionné pour la finale régionale à l'époque à Paris. Gros level Paris, parce que tous les candidats, c'est que les palaces. Ouais, tu dois avoir un certain niveau. Je me rappelle, même. Il y en avait un qui venait de chez Pierre Hermé, il y avait Georges V, il y avait le Bristol, et on fait un tour de table, et puis tout le monde se présente, leur nom, où c'est qu'ils travaillent. Et là, t'arrives, moi je travaille à Géléal, c'est ma première année en pro. Ouais. Donc là, limite, tout le monde rigole, quoi, en fait. Oui, mais et là où ils ont moins rigolé, c'est quand il y a eu le résultat et que c'est moi qui ai gagné l'épreuve du jour, et qui m'a permis de me qualifier pour la finale nationale. Donc encore une belle surprise. Et puis on se dit finalement, j'ai peut-être pas fait ce choix de réorientation professionnelle pour rien. Oui. Là, quelques semaines après, finale nationale à Nancy, donc tout début 2017, où je vais chercher la médaille de bronze. Encore bien content de ce résultat. Et entre-temps, donc Alan, dans tous ses projets, m'avait dit un jour, tu sais faire des milliardises? J'en avais jamais fait, mais oui, oui, je sais faire. Et il me dit, ça te dit, il y a le restaurant d'Akram qui est à vendre dans le 16e arrondissement. J'ai envie d'ouvrir une table gastro. On ouvre un gastro, t'es chef pâtissier et on va chercher une étoile Michelin. Ok, donc on se lance là-dedans. Okay. Et puis ouverture, premier service avec que des journalistes. Le lendemain midi de la finale du championnat de France, j'étais à Nancy la veille, rentré 5 heures de route, arrivé, j'habitais à Aulnay-sous-Bois à l'époque, on est arrivé à 4 heures du matin, dormi 3 heures. Ouais. Le lendemain, 8 heures pour faire la mise en place de l'ouverture. Et puis là, l'aventure était lancée. On a été chercher la première étoile en janvier 2016. À l'époque, le Michelin sortait en janvier. D'accord. Donc janvier 2018, pardon. Janvier 2018, première étoile. Et puis après, on a continué à travailler dans ce sens-là. Déjà pour la confirmer sur l'année suivante. Et puis sans continuer après à arrêter. Alan, il a ouvert plusieurs autres établissements donc, dans Paris. Il y a une boulangerie, il y a Castille où il fait plutôt de la cuisine libanaise. Il y avait plein d'activités et où on était tout le temps en échange sur tout ce qui gravitait autour. Et là-bas, dans ce restaurant, t'étais quel poste du coup en pâtisserie? J'étais chef pâtissier. Okay, d'accord. Chef pâtissier, donc j'avais carte blanche pour faire une carte avec une identité franco-libanaise. Oui, ouais, c'est ça. Donc on a pas mal réinterprété toute la pâtisserie levantine en utilisant les produits forcément de base qu'on trouve là-bas, mais en apportant quand même cette technique et cette légèreté, je dirais, de la pâtisserie française. Parce qu'évidemment la pâtisserie levantine, aussi bonne soit-elle, reste quand même relativement sucrée et riche pour finir un repas des fois, c'est compliqué. sur un menu gastronomique.
où on est quand même obligé d'amener quelque chose qui est relativement désucré, beaucoup plus léger, beaucoup plus frais. Donc voilà, c'était tout le travail qu'on a fait pendant ces années-là. Le chef Alan Jehan a un parcours quand même qui est assez atypique au niveau professionnel dans la restauration. Est-ce que ton parcours à toi, ça l'a séduit? C'est ce qui l'a intéressé quand vous vous êtes rencontrés? Je pense qu'on était effectivement, on est tous les deux autodidactes, et avec cette même qualité entre guillemets, de pas avoir de barrière, de pas avoir de limite sur la créativité, sur on n'a pas été bridé par un savoir-faire académique où on nous dit c'est comme ci, c'est comme ça et pas autrement. Oui, parce que lui-même n'a pas été formé par des grands chefs de toute façon. Donc Non, mais justement, on se nourrit d'échanges, de dégustation, de découvertes de produits, voilà, et puis d'échanges, de discussions, et c'est comme ça qu'on a avancé en mettant nos connaissances en commun, et ça a fait un plutôt joli mélange. Comment on vient de Paris à Vannes en Bretagne Sud? Alors, il y a un petit Covid qui est passé par là. Ça ressort souvent dans les podcasts, le Covid, c'est fou ça a rebattu pas mal les cartes. Moi, c'est vrai que j'étais pas du tout prédestiné, en tout cas, à m'installer ici aussi rapidement. J'ai acheté un appartement sur Paris, j'avais ma carrière là-bas. Ouais. Et puis, il y a eu ce Covid, ce mal-être de la vie parisienne, de la pression, des transports, et où on se dit finalement, est-ce que au bout de 7 ans, j'ai pas envie d'avoir une qualité de vie qui soit différente, d'avoir un rythme de vie différent, d'avoir un confort qui n'est pas le même, avec ces contraintes d'avoir 1 heure pour aller au boulot le matin, 1 heure pour rentrer le soir, la coupure à passer au restaurant. Il y a eu tout ça qui s'est un petit peu mélangé, et Sophie, en parallèle, donc elle a ouvert le restaurant Iodé, donc juste avant le Covid. D'accord. Tout pile un mois. Okay. Ouverture 14 février 2020, fermeture 14 mars pour le premier confinement. Et puis, ça a été aussi l'opportunité justement d'avoir une place directement, où arriver en Bretagne, et où et puis aussi la possibilité justement de changer d'univers, même du coup fini les restaurants avec une tendance un peu exactement culinaire changer, libanaise, ça change totalement d'identité. Là, on est plus axé sur l'iode, où on travaille des produits qui sont complètement différents, mais ça reste quand même la même base de travail, toujours dans l'idée de fraîcheur, toujours dans l'idée d'association de textures et de saveurs qui soient pas communes, et d'apporter vraiment une expérience différente aux clients. Donc, c'était un nouveau challenge à relever, et du coup, ça s'est fait. La suite s'est écrite à Vannes. Ok. Et chez Iodé, aujourd'hui, si on devait qualifier un peu tes desserts, est-ce qu'on retrouve une note iodée? Dans les desserts, on retrouve systématiquement une note iodée sur... alors, on travaille bien évidemment les produits de saison, mais je travaille les algues, je travaille l'eau de mer. Je fais beaucoup de sorbets sur une base d'eau de mer, donc ça ramène une salinité. Le sel, c'est un exhausteur de goût, et ça vient un petit peu titiller les papilles, et ça vient équilibrer justement le sucre dans les desserts. On travaille les plantes de bord de mer, donc la christomarine, les plantes halophiles, la salicorne, l'obione, pareil, qui sont gorgées de cette salinité. Et même on va plus loin, où justement on se dit pourquoi pas un dessert avec du calamar, pourquoi pas un dessert avec de l'araignée de mer qui a une légère sucrosité. J'ai fait un dessert à l'huître, une mignardise où on retrouve de la bisque. Je fais un caramel à la bisque de homard. D'accord. En mignardise. Enfin voilà, comme je dis aux clients quand je vais les voir à la fin de leur repas, c'est vrai qu'ils paraissent surpris, mais je leur dis mais on est iodé. Oui. Jusqu'au bout, ça fait du premier pas dans l'établissement. Entrée plat et dessert, pas tout à fait, quoi, en fait. Alors, ça reste du dessert. Oui. Ça reste du dessert, mais justement, je m'amuse à amener ces notes un peu perturbantes, mais toujours avec quand même quelque chose de réconfortant, que ce soit sur des ingrédients, que ce soit sur des textures qui soient connues. D'accord. Quand on va
justement amener un contre-pied comme ça, il faut toujours que le client puisse se raccrocher à quelque chose. Oui. Qu'on lui enlève pas la gourmandise, qu'on lui enlève pas ce côté qui fait dessert et qu'on aime avoir à la fin d'un repas. Tu m'as parlé de plantes maritimes, d'huîtres, des algues aussi, tu travailles un peu les algues. Les algues beaucoup. J'aime beaucoup l'algue dulce qui a ce côté un petit peu fruit rouge avec des notes qui tirent sur la mûre. J'avais un dessert là jusqu'à il n'y a pas très longtemps sur les premières rhubarbes. Je faisais une goutte en meringue où à l'intérieur on mettait une crème montée au géranium rosa, donc amener le côté floral, un tartare de rhubarbe poché, donc là on était sur l'acidité, la fraîcheur. Un peu de riz vénéré soufflé, on va ramener le côté noisette, le côté croustillant, et un sorbet à l'algue dulce. Donc là, on va ramener vraiment l'iode, mais on a ce côté de meringue, on a ce côté de crème qui est gourmand, qui est réconfortant, et on a juste ce petit kick de sel avec la dulce. D'accord. Donc voilà, c'est un exemple, par exemple, d'un dessert. Du coup, t'as combien de desserts à la carte? Alors, on a donc deux concepts au niveau de l'établissement. Les embruns bistronomie, où là, c'est le midi en semaine, où on a une carte courte axée sur des produits de saison, quelque chose de plus rapide, de plus décontracté, où là, il y a un choix entre deux desserts qui sont à l'humeur du jour et au gré du marché. Donc ça peut être amené à changer. Et le soir, deux desserts qu'on retrouve sur tous les menus de dégustation. Ok, bon, super. La rencontre avec Sophie? La rencontre avec Sophie, elle date d'il y a... ou alors elle va nous l'expliquer, elle date d'il y a longtemps, oui, je pense que... Oui, elle pourra l'expliquer, oui. Ouais. Oui, parce que c'est elle qui m'a envoyé le premier message à l'époque. D'accord. Donc voilà, laissez faire. Mais j'étais encore ingénieur et j'étais encore dans mon laboratoire en train d'étudier des graineries en stage de fin d'études. Ok. Donc ça remonte et les concours aujourd'hui, t'as laissé tomber ou t'as plus le temps? Les surtout, concours, j'en ai eu fait quelques-uns. Donc quand j'étais sur Paris, donc le championnat de France de dessert. Ouais. J'ai fait un concours qui était organisé avec Thalasso.com à l'époque sur Douarnenez. C'était avec la Thalasso de Douarnenez, avec Laurent Tanguy. J'ai eu le prix du meilleur dessert de Paris en 2021 avec le guide Le B. J'avais fait Espoir Magazine Le Chef, où j'avais eu le prix coup de cœur du jury pour le dessert. Là, depuis que je suis chez Iodé, j'ai accompagné des candidats, notamment au championnat de France de dessert. Depuis cette année, je suis passé de l'autre côté où j'étais président du jury à la sélection régionale au championnat de France de dessert. D'accord. Bon, je reste toujours un pied dedans, oui. Non, mais du coup, maintenant, c'est de l'autre côté. C'est toi qui juges. Voilà, je laisse la place aux nouvelles générations. Ouais. Et t'es un juge comment, du coup? T'es dur? Non. Dur, pas forcément, mais je dirais plutôt bienveillant. Oui. Du fait de mon parcours où je vais plutôt m'attacher à la sensibilité des candidats, à l'originalité de leurs propositions plutôt qu'à leur technique ou à l'émotion qu'ils font passer dans leur réalisation. Je préfère avoir un dessert où il y a une émotion et où ça raconte quelque chose plutôt que d'avoir une démonstration technique où au final gustativement c'est soit convenu, soit la déception est aussi grande que la technique démontrée peut être impressionnante. Donc, des fois, en faire des caisses, c'est pas forcément le bon pari. Ouais. Et oui, des fois, toi-même, sur tes réalisations, qu'il y a des trucs qui matchent pas, ou tu réessayes combien de fois Ça dépend. Des fois, ça peut aller très vite. Des fois, où ça va bloquer sur un jeu d'équilibre, sur un montage. Là, par exemple, j'ai sorti un dessert cette semaine autour de la cerise et du fenouil maritime. Assez compliqué à trouver l'équilibre entre la sucrosité, l'acidité et les textures, où j'ai fait pas mal d'essais avec des meringues, des opalines, et puis jusqu'à mardi, j'étais très content du résultat, et là la canicule nous a obligés à tout revoir différemment. Faire une opaline, ça va être compliqué en ce moment avec la chaleur. Les opalines, ça va encore. Ah bon c'est plutôt l'humidité qui est embêtante, bien que ce soit quand même relativement humide. Mais c'est vrai qu'au niveau du montage, on est obligé de s'adapter. Quand il fait 40 ans de cuisine, on revoit le montage, et finalement, je suis plus satisfait de comment je l'envoie maintenant après cette obligation de changement due à la canicule que ce que j'avais prévu initialement. Donc, Ok.
Bon, super. Julien, merci beaucoup. Avec plaisir. Pour cet échange. On va passer le micro à Sophie, qui va nous raconter son histoire maintenant. Ok. Très bien. Super. Bon, moi, Sophie, on a fait connaissance avec Julien. Oui. Voilà. Merci aussi de me recevoir. Pas de souci. Il fait toujours aussi chaud. Il fait toujours aussi chaud, ouais. Oui. Présente-toi aussi, parce que les gens qui nous regardent et qui nous écoutent te connaissent, en fait. Apprendre à te connaître. Ouais. Donc, moi, Sophie Régnier, je suis donc chef de cuisine au restaurant Iodé. Et effectivement, comme Julien, autodidacte. Pour le coup, avec des parcours atypiques comme lui peut avoir aussi. D'accord. Peut-être même moins près de la cuisine que lui au démarrage, au final. Oui. Et pour autant, ça a toujours été une passion un petit peu enfouie, en fait. Parce que quand on dit que on hérite de la cuisine de nos mères, de nos grands-mères, oui. C'est vraiment ça. Oui. C'est vraiment ça, en fait. Sans s'en rendre compte, parce qu'on n'y pense pas forcément, c'est instinctif, on vit dedans, donc on se dit pas qu'un jour ça va devenir notre métier. Tu n'avais personne dans ta famille dans la restauration? Pas du tout. D'accord. Et toi, tu as une formation de secrétaire. Ok, donc rien à voir. Rien à voir. Mais par contre, tu cuisinais à la maison? Je cuisinais à la maison. Mon papa avait un potager immense. Il avait 1600 mètres carrés de potager. J'ai jamais mangé un légume en conserve. D'accord. On cuisinait tout. Il y avait tous les légumes possibles, inimaginables. Il y avait des lapins. Enfin, voilà. Donc, j'ai toujours vu ma mère et ma grand-mère cuisiner. Oui. Et je n'ai mangé, j'ai été élevée qu'à ça, en fait. Alors, une cuisine familiale, pour autant, une bonne cuisine. Ma mère cuisinait très bien, mais une bonne cuisine, mais une cuisine familiale. D'accord. Mais toujours une très bonne cuisine. Et c'est vrai que le goût des produits frais, du jardin qu'on va cueillir le matin pour les cuisiner le midi ou faire des conserves, mais maison, etc., m'a donné certainement le goût d'abord de la saisonnalité des produits. D'accord. Où je pense que c'est encore malgré tout pas mal galvaudé dans pas mal de domaines dans la gastronomie pour beaucoup de choses. Et moi, ça me titille toujours un petit peu quand je vois des asperges vertes arriver, quand je vois des petits pois arriver au mois d'avril ou des choses comme ça. On sent les beaux jours arriver. Ou au premier rayon du soleil au printemps, les fraises qui arrivent. Voilà, le petit pois, c'est au mois de juin, quoi. C'est dans le jardin, c'était au mois de juin, c'est pas au mois d'avril, c'est pas voilà. Donc j'ai toujours ce repère-là, en fait, et c'est vrai que les cultures et les demandes aussi, parce qu'on répond, les maraîchers, malgré tout, répondent à une demande des consommateurs. On n'habitue pas, au lieu d'éduquer les consommateurs à la saisonnalité des produits réels. Oui. Dans un jardin, on répond à leur demande d'avoir ces produits-là avant la saison initiale. Et ça, je trouve ça dommage, parce que ça dérègle aussi plein de choses. Ça fait arroser, ça fait pousser. Et forcément qu'à un moment donné, peut-être que ce qui arrive là aujourd'hui, les 42 degrés qu'on a aujourd'hui, voilà, c'est à petite échelle. Mais ça part aussi de là. Et je pense que les gens s'en sont rendus compte pendant le Covid. Pendant le Covid, les maraîchers, ils étaient super contents parce que les gens ne pouvaient plus aller en grande surface. Oui, mais c'est retombé, ça. Ils allaient chez les maraîchers. Ils allaient chez les maraîchers. Les maraîchers, ils se sont dit, chouette, les gens ont compris quelque chose. Les grandes surfaces ont ouvert. Ils sont allés chercher leurs tomates au supermarché. C'est pas logique. Ouais, ce qui m'agace, c'est pas logique. Ça leur coûtait pas plus cher et ça leur prenait pas plus de temps d'aller chez le maraîcher et de le payer en direct. Le maraîcher, il gagne sa vie comme ça. Parce qu'il n'a pas d'intermédiaire, parce qu'il n'est pas obligé de négocier un tarif avec une grande surface. Et c'est vrai que pour les maraîchers, c'était énorme ce qui se passait. Les gens allaient tous faire de la cueillette de leurs fruits, de leurs légumes. Et on se disait, chouette, ça y est, les gens ont compris quelque chose. Mais non, ils n'ont pas compris. Parce qu'on court après le temps, parce que, voilà. Et je pense qu'à un moment donné, les gens savent se poser pour faire certaines choses, mais je pense que prendre soin et de leur santé, parce qu'on mange des choses quand même bien meilleures, et du temps qu'on peut passer à cuisiner, à partager aussi, parce que la cuisine, c'est du partage. Peut-être faire lâcher un peu des tablettes. Alors, je suis peut-être un peu rebelle, mais je pense que la cuisine que moi j'ai appris de ma maman, c'est parce que j'étais pas sur un téléphone portable, j'étais pas devant une télé avec les jeux vidéo, mais j'étais à côté d'elle dans la cuisine, même quand j'étais petite.
Et je pense que ce moment-là, ce temps-là, il est super important dans l'éducation qu'on peut donner aussi. Quand on a maintenant des gens qui nous disent au restaurant, mais non, mais moi je ne mange que des pâtes ou des frites. Moi, ça me désole en fait. Oui. Ça me désole parce qu'on a tellement de richesses à partager, tellement de goût. Alors, tout le monde ne peut pas forcément cuisiner tel ou tel produit super bien ou comme on peut le faire en restaurant, je peux l'entendre. Mais il y a tellement plein de choses à partager. Oui. Il y a tellement plein de choses à partager et le temps, ça prend pas plus de temps. Non. C'est complètement illusoire de penser. Enfin, on se cache derrière des excuses en fait, en disant ah non mais moi j'achète que des boîtes ou j'ouvre un truc du congélateur, c'est plus rapide. Ouais. Mais non, c'est pas bon. Je suis pas sûre. Non. Et sur le côté bénéfice, je suis pas sûre non plus que ce soit. Cuisiner en famille, de toute façon, c'est hyper enrichissant. C'est enrichissant. On partage des moments. Voilà, la conversation peut dévier sur autre chose. Enfin, c'est un moment qu'on peut pas. Moi, je les oublie pas ces moments-là. Ça me faisait suer aussi d'aller ramasser les haricots verts tous les matins. Oui. Mais les haricots verts, on les ramassait tous les matins. Oui. Ce que je voulais dire tout à l'heure, ce qui m'horripile des fois, c'est de voir des haricots verts en barquettes qui viennent du Kenya. Oui, bien sûr. Dans des petites barquettes qui font 20 cm, il y a 50 haricots verts à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que les haricots verts déjà, ou comme les petits pois, c'est pareil. Les petits pois, mais même sur le marché, on va pas voir tant que ça de maraîchers faire du petit pois, parce que le petit pois, ça donne pas si longtemps que ça. C'est très long à pousser. Mais par contre, pour le récolter, on va faire 6, 7, 8 récoltes dessus, puis ça y est, c'est terminé. Donc je comprends qu'économiquement, ce soit pas... Voilà. Mais les haricots verts du Kenya, c'est pas possible. Non. C'est pas possible. Donc effectivement, c'est du coup plus facile d'avoir des machines qui arrachent tout, qui ramassent des haricots verts une fois, 2 fois, et puis qu'on les mette en boîte, quoi. Voilà. Donc, moi, mes journées, quand j'étais gamine, mais en plein été, c'était de me mettre dans l'arrière-cuisine, d'équeuter les haricots verts qu'on avait ramassés le matin, et voilà, et on regardait le Tour de France, et c'était un moment de partage aussi. Oui. Donc, oui, quand j'étais un peu ado, je râlais un peu, parce que voilà, c'était tous les jours. Mais ça crée, sans qu'on s'en rende compte, ça crée une mémoire de goût aussi sur les produits. Oui. Et c'est vrai que moi, quand je suis devenue maman, pour moi, dans ma tête, il était hors de question que ma fille elle mange le moins de petits pots pour bébé. Parce que je ne sais pas si vous avez eu la curiosité un jour d'ouvrir un petit pot de carottes. C'est juste pas bon. Ouais. Ça n'a pas goût de carotte. C'est la couleur de la carotte. Mais ça mais ça n'a pas goût de carotte. Ouais. Enfin, à un moment donné, l'éducation du goût, on se doit... Enfin, moi, je trouve que dans ma cuisine, j'ai aussi ce message-là à passer aux gens. Au-delà d'identité qu'on donne vraiment au restaurant, à la cuisine du restaurant, mais partager le goût des produits, ne pas trop les dénaturer non plus, pour vraiment avoir retrouvé le goût des produits. J'ai une jeune fille qui est venue avec sa maman, elle avait une 20aine d'années. Elle m'a dit, vous m'avez fait manger de la courgette pour la première fois, je n'aime pas ça. Et j'ai mangé, j'ai adoré. Mais oui, voilà. Donc effectivement, moi, ça fait partie presque des plus jolis compliments qu'on peut nous faire par rapport à notre cuisine, au-delà des gens qui sont touchés par l'identité qu'on donne, par le côté iodé, etc. Mais ça fait partie des compliments qui sont touchants, parce qu'on se dit, on a réussi à transmettre le plaisir du goût du produit. Oui. Parce que tu as grandi au bord de la mer ou dans Alors, les terres ? moi, je suis née à Nantes. D'accord. Mais j'étais pas très loin de la mer. On était au sud de Nantes, sur Saint-Philbert-de-Grandlieu. Donc, il y avait le lac de Grandlieu, etc. Et pas loin de la mer non plus. Mais on va dire que j'ai été aussi éduquée à tout goûter avant de dire j'aime pas. Oui. Voilà. Donc, effectivement... c'est peut-être ça aussi qu'il faut transmettre. Et je pense que dans nos métiers, on a cette vocation-là d'être transmetteur de goût et sur la saisonnalité des produits. Je pense que c'est un peu notre rôle aussi de transmettre ça, de dire aux gens, c'est pas parce qu'il y a le premier rayon du soleil qu'on va vous sortir demain un dessert à la fraise, ou c'est pas au mois de décembre que d'un seul coup, on va faire une bûche avec de la fraise ou des framboises qui viennent de l'autre bout du monde. Bah non. La bûche, elle sera chez nous, elle sera au pamplemousse, ça va être avec les produits de saison qu'on va trouver ici, alors qu'ils ne sont pas bretons, non. Mais sur des produits de saison. On ne va pas être sur de la fraise ou de la framboise.
C'est alors c'est joli la Saint-Valentin, c'est rouge et tout ça, mais faire un dessert à la fraise déjà à la Saint-Valentin, c'est tout dans la saison. Février, c'est toujours pas la saison de la fraise. Non, jamais. Voilà. Ou alors il va falloir décaler la Saint-Valentin. Donc c'est toujours pas la saison de la fraise. Ouais, c'est clair. Donc faut pas céder non plus à toutes ces règles qui ont été fixées. Comment on sait pas, mais c'est pas logique, quoi. Oui. Faut rester dans la logique et l'expliquer aux gens, quoi, aussi. Oui. C'est qu'à un moment donné, ça y est, le produit est terminé, il y en a plus, ou là, c'est encore trop tôt, même s'il y en a. Les gens, ils peuvent plus avoir de repères. La tomate, on en a du 1er janvier au 31 décembre dans les supermarchés. On peut pas avoir de repères. Moi, au mois de décembre, ça me donne pas envie d'acheter des tomates. J'ai pas envie. Je peux passer devant, ça me donne pas envie. Non. Voilà, donc au fin de printemps, fin d'hiver, on râle parce qu'on a envie d'avoir... Nous aussi, on râle en cuisine, hein, on en a marre des légumes d'hiver au bout d'un moment. Le pire, c'est ce février-mars, là, où on n'a pas encore les produits de printemps et qu'on a encore les produits d'hiver et qu'on en a marre. Ouais. Mais on doit jouer le jeu. Il faut jouer le jeu. Voilà, il faut jouer le jeu oui. pour faire comprendre aux gens que c'est comme ça et que c'est pas encore la saison. C'est pas parce qu'il y a eu un beau rayon de soleil au mois de février qu'il a fait beau qu'on va manger des fraises. Oui. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais d'éducation. Du goût. Du goût, tu sais, à stimuler les papilles. Ouais. C'est vrai que des fois, je trouve que dans les restaurants, tu vas me dire ce que tu en penses, hein, mais le menu enfant, il est beaucoup trop simplifié. Steak frites parce que tu as un enfant, mais non. Ah non, moi ici, le menu enfant, il est court. D'accord. C'est un plat, un dessert, mais c'est des produits de la carte. Voilà. J'ai pas de frites, j'ai pas de pâtes. J'ai pas un steak haché. Ce que je te dis, c'est qu'on voit souvent ça dans les restaurants. Mais les gens peuvent nous le demander. Oui. Et on leur dit, mais non, en fait, ça sera des produits de la carte. Alors, c'est un plat, un dessert. Ou suivant les âges, s'il y en a qui veulent, on peut rajouter une entrée. S'il y en a qui veulent une entrée, il n'y a pas de souci. Mais non, on ne fera pas de steak frites, quoi. Je ne fais pas un steak haché frites. Ouais. Non. Aucun intérêt de façon d'aller au restaurant de toute façon pour ça. Voilà, donc... et en général, ça se passe plutôt bien. Ouais. On arrive à faire des choses en fonction des âges des enfants et les parents sont surpris. Mais moi, où je suis surprise, c'est de voir des enfants. Donc nous, le menu enfant on va jusqu'à 10 ans, mais je suis surprise de parents qui nous disent « Ah mais non, mais mon enfant, il mange pas de poisson, il en a jamais mangé, il en a jamais voulu. » Et la finalité, il mange l'assiette, non? Ah oui, mais oui. Mais laisse-le goûter. Laisse-le goûter, enfin... Ou alors s'il connaît le poisson, mais de forme rectangulaire... Oui, voilà, pané peut-être, voilà, c'est ça. Donc, mais je comprends pas qu'on donne soi-même en tant qu'adulte des limites à juger que l'enfant va pas aimer, en fait. C'est dommage d'aller dans... Parce qu'en fait, à table, l'enfant, il va voir l'assiette des parents et il va dire « je veux goûter ». Je peux goûter ça, et toi, tu as ça, et moi, je l'ai pas. Est-ce que je peux goûter? Voilà, faut les laisser aussi goûter et pas aller forcément sur la simplification en disant de toute façon, si je lui donne un steak frites, je sais qu'il va le manger. Je vais pas avoir à me bagarrer avec. Mais c'est là qu'on se dit que l'échange, il est important. Si on dit à un enfant, tiens, demain, on va chez un maraîcher, tu vas voir, on va aller au jardin, on va ramasser des carottes, on va la laver, tu vas la goûter. Puis après, on va la couper en tranches, puis on va en faire une purée. Enfin, c'est magique. La carotte, elle n'est pas en rondelles dans un sac de surgelé au supermarché ou dans une boîte de conserve. Je pense que les gens, il faut enfin, notre rôle, nous, d'éducation, c'est d'essayer d'apprendre ça aux enfants. Le problème, c'est qu'on doit être maintenant... Il y a quelques années, on devait éduquer les enfants. Maintenant, on doit éduquer les parents à apprendre à éduquer leurs enfants sur le goût. Donc là, on change déjà de génération, donc ça devient plus compliqué. Il n'y avait pas la semaine du goût à un moment dans les écoles? Il y a eu à un moment donné la semaine du goût dans les écoles. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais je pense qu'on devrait en être quasiment à faire la semaine du goût pour les parents de ces enfants-là. Oui. Parce qu'il y a déjà plein de choses que ces parents-là ne mangent pas ou ne mangent plus. Voilà. Et hier soir, on a eu une personne qui a réservé en dernière minute, c'est-à-dire que le service était commencé, ils ont réservé 5 minutes après, ils étaient là. Des Italiens,
Donc, on n'a pas eu le temps de les appeler, pas eu le temps de demander s'il y avait des allergies, des intolérances, etc. Ils sont arrivés à table. La dame nous dit « Je suis végétarienne. Donc, vous mangez du poisson, madame ?» Ah non. D'accord. Donc, branle-bas de combat dans la cuisine. On était complet et il a fallu créer quelque chose. Voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre, etc. Pour au final, qu'elle nous demande en supplément une assiette de fromage. Oui. Donc après avoir fait les amuse-bouches, l'entrée, le plat sur mesure et tout. Ouais. Et là, on a fait pause en cuisine. On s'est dit, pardon. Oui, il faisait chaud en plus. Il y a un problème. Et elle a mangé ça. Et du coup, le dessert où il y avait du lait dedans, elle l'a mangé. Et il y avait du miel, etc. Donc un végétarien ou un végétalien va nous dire, non, le miel, je ne le mange pas non plus. Et elle a mangé le dessert. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est une éducation de palais où il faut faire confiance aussi au chef aussi. Quand on va au restaurant, faut être suffisamment décontracté et se dire, allez, c'est bon, je me pose, là, je pense plus à rien et je profite du moment. Et faire confiance aux chefs qui sont derrière en se disant, peut-être que je vais manger un produit que je connais, que j'aime pas trop, sur le papier, sur la carte, et que peut-être que ça va me surprendre. Et ça arrive que ce soit le cas où effectivement, les gens nous disent, bah ça, je pensais que j'allais pas aimer, et puis j'ai adoré. Et c'est ça qui est chouette. Et je pense que c'est un peu le cœur de notre métier, quoi. Moi, le nom iodé m'est venu quand on était encore à Paris, avec Julien, du coup, puisqu'on était en colocation, puisqu'on travaillait pour le même chef. Donc, une fois qu'on s'est connus via les réseaux et que j'ai débarqué à Paris, on s'est mis en colocation. Et un matin, en allant au RER, j'ai dit le restaurant, il s'appellera Iodé. Parce qu'on voulait être plus large que simplement un terre-mer. Et tu savais que tu venais t'installer à Vannes ? Oui. En fait, ça avait plus de sens pour moi qu'on s'installe un Iodé à Vannes qu'un Iodé en plein cœur du 15e arrondissement, quoi. Voilà. Ne serait-ce que pour aller faire de la cueillette, c'est quand même un peu plus pratique. C'est plus pratique. Mais voilà, et on voulait être plus large que juste du poisson ou un filet de poisson avec un jus de viande ou une viande avec une bisque de homard, par exemple, ou des choses comme ça. On voulait aller plus loin que ça. Travailler l'eau de mer, travailler les algues, travailler les plantes maritimes, pour vraiment, ce qu'on aime bien dire ici, c'est que on transmet le goût de l'odeur. C'est-à-dire que quand on arrive en bord de mer, ça peut être un jour de tempête, on va avoir l'odeur des embruns, on va avoir une grosse chaleur, on va avoir l'odeur des algues. Une grosse chaleur, on va avoir l'odeur des licris, qu'on appelle la plante à curry, cette odeur de curry qu'on a dans les dunes. Quand on traverse les dunes chaudes de soleil, on a cette odeur de curry qui arrive. Et les licris apportent ça. Donc on ne la voit pas forcément, parce qu'en bord de mer, elle est souvent assez courte. Mais ça apporte cette odeur. Et on avait envie de retransmettre en fait toutes ces odeurs dans notre menu. Mais chez le chef, en plus, Alan Jehan, tu cuisinais pas du tout iodé. Tu as dû te réinventer ici ou Alors, chez Alan m'avait mis un triple défi. Donc, quand j'étais chef à Géléal, il a fallu que je garde sa touche libanaise, enfin que je l'apporte, parce qu'avant que j'arrive, il l'avait pas tellement mis en avant que ça. Il cuisinait pas trop sa cuisine libanaise, alors qu'il l'avait au fond de lui, en fait. Mais quand il est arrivé à Paris, son but, c'était vraiment de s'intégrer et du coup de cuisiner français. Et quand je suis arrivée sur Agéléal, ça fait un peu comme pour son gastro, c'est là un peu qu'il a percuté qu'en fait, ses origines avaient une valeur aussi culinaire. Et donc, mon challenge, c'était de mêler de la cuisine libanaise avec du traditionnel et mes origines bretonnes. Voilà, donc ça a été un mélange, un melting pot de produits, et c'est une chance qui m'ait laissé aussi amener ma touche bretonne dedans. Et ça ouvrait un peu plus le champ créatif aussi, puisque la cuisine libanaise
est très variée et en même temps en produits très peu variés. C'est-à-dire qu'il y a plein de plats différents, mais qui utilisent beaucoup. On revient toujours un peu sur les mêmes produits. Donc c'est ce que disait Julien aussi, c'est qu'à un moment donné, c'est pas qu'on a fait le tour de tous les produits qu'on peut utiliser en l'adaptant un peu à la mode française, mais un petit peu aussi quand même. Et c'est vrai que j'avais quand même cette envie de mettre ma région plus en valeur que ça, quoi. Voilà. Et donc, effectivement, le côté iodé, de se dire, allez, on va pas l'appeler, ça va pas être juste du terre-mer, on va aller plus loin que ça, on va aller chercher des algues, on va aller chercher des plantes maritimes que les gens connaissent pas, parce qu'à part la salicorne en pot de vinaigre pour la manger comme des cornichons, voilà, alors qu'on l'a à portée de main ici. Oui. La criste marine, par exemple, c'est incroyable. La criste marine, voilà, les gens passent devant tous les jours. Il n'y a qu'à se pencher pour le ramasser. Même pas. Il y a des fois, on se penche même pas. C'est dans le mur, à côté, dans les rochers. Voilà. Donc, les gens, ils vont se promener sur la pointe, tout au bout du port, vers Conlo ou vers l'Armor-Gwened, sur Vannes. C'est rempli de criste marine. Il y en a partout. Donc, c'est vrai que les gens passent devant. Ils voient, voilà, des herbes en été, des fleurs jaunes dessus. Mais ils savent pas que ça se mange. Ils savent pas le goût que ça a. Et c'est plein de saveurs, et c'est là à portée de main, en fait. C'est clair. Voilà. Comment, on va revenir en arrière, comment on passe de secrétaire d'un seul coup, hein, c'est-à-dire, tu t'es dit un matin, j'ai trop de mails dans ma boîte mail, le patron a été désagréable, je change de vie, ça s'est passé comme ça, c'était... Alors, ça n'a pas été un long processus. Ça n'a pas été tout de suite. J'avais la chance, entre guillemets, d'être secrétaire, mais j'étais à domicile. D'accord. Donc, effectivement, je passais facilement de mon bureau à ma cuisine. Donc, j'avais aussi un potager, etc. Donc, je cuisinais aussi beaucoup. Ça a dû commencer par des petits blogs ou des choses comme ça. Il y a eu un concours amateur qui s'est joué à Quimper, qui a été un peu décisif parce que ça a été le premier concours amateur où je me suis retrouvée avec le jury, avec plein de chefs bretons qui maintenant sont des confrères, mais c'est ça qui est drôle. Ouais. Voilà, mais dont 2-3 qui effectivement m'ont marqué et qui étaient présents. Et dont un que tu as rencontré il n'y a pas très longtemps. D'accord. qui est sur son caillou là-bas. Ah ouais. Ok. Ouais. Je vois de qui tu parles. Et effectivement, ça a été quelque chose d'assez révélateur, en fait. Alors, quand je vois ce que j'ai fait à l'époque, c'est complètement désuet, et voilà. Mais ça a été quelque chose d'assez déclenchant par rapport au retour que j'ai eu déjà. Et ça a forcément enclenché quelque chose dans la tête. On se dit, finalement, ce qu'on m'a dit, c'est peut-être pas rien. Voilà. Et puis, ça se met son petit grain comme ça. Et suite à une rencontre avec un chef qui a été prof au CFA de Vannes assez longtemps, je suis partie sur une activité de chef à domicile en parallèle de mon poste de secrétaire que j'avais. Et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin sur la presqu'île de Ruisse, voilà. Et puis, il y a eu un soir, en discutant sur les réseaux, un ami qui me dit « Bon, maintenant, ça suffit. J'ai un ami qui est sur Rivesaltes. Il cherche un second, il ne trouve pas. Tu viens. » 22h le soir. J'étais mariée, j'avais une fille d'à peine 18 ans. Voilà. Je dis, là, je ne peux pas te répondre tout de suite. En fait, il faut que je fasse un conseil de famille. C'était pour la saison. Hein. C'était de mai à septembre-octobre. Mais voilà. Parce que la saison est assez longue autour de Perpignan. Quand même, il fait chaud là-bas, normalement. Ouais. Pas ici encore, mais... conseil de famille, etc. Et ma fille me dit, vas-y. Donc, branle-bas de combat, valise, camping-car. Et puis, j'ai traversé la France. Toute seule. Toute seule.
En laissant la famille. Exactement, en laissant la famille derrière, avec culpabilité, mais voilà, en me disant que j'avais sûrement fait le bon choix. Et ça a été mon premier pas en cuisine professionnelle, en fait. D'accord. Voilà. Donc c'était une personne que j'avais déjà rencontrée et, par le biais d'amis, en allant dans la région là-bas. Et comme quoi les réseaux ont du bon aussi, quand c'est bien géré, il n'y a pas de souci. Et j'ai passé ma première saison en restaurant traditionnel. Et quand je suis remontée en Bretagne, je me suis dit, mais je ne peux pas reprendre que chef à domicile. C'était enclenché, en fait. Ouais. Donc, conseil de famille. Et conseil de famille. Dit, go, t'y vas. Et ma fille me dit, go, on y va. T'y vas, tu files. C'est ce que tu veux faire, de toute façon, donc vas-y. Ouais. Et c'est vrai que ça a été assez révélateur, en fait. Ça a été dur, mais ça a été révélateur parce qu'on faisait 70 couverts par service. Les horaires parce qu'il faisait chaud, parce que, voilà, les horaires, parce que loin, etc. Mais j'ai tenu bon. Et je suis ressortie de là en me disant, c'est ça que je veux faire, en fait. Voilà, donc discussion, etc. avec Julien aussi, toujours. Et Julien était venu me voir là-bas aussi parce que sa famille est de Collioure. Okay. Donc, autour de Collioure, en tout cas, il avait de la famille là-bas. Donc, on s'est vu sur l'été, etc. Il a vu où je bossais, etc. Et c'est vrai que les liens se sont peut-être un peu renforcés. Et quand je suis revenue en Bretagne, je me suis dit, en fait, je peux pas rester là, quoi. Donc ça a été avec une séparation de mon ex-mari, mais... Ah oui, ça a coûté ton... Ouais. Ah oui. Ouais. Ça a coûté que quand on a envie de faire quand c'est au fond de soi, et qu'on se dit c'est ça que je veux faire, faut avoir aussi le courage de se dire on va s'arrêter, parce que je peux pas mettre ma vie professionnelle foncièrement en ayant découvert ce que j'aime vraiment faire au fond de moi et me dire je vais le garder pour ma cuisine à la maison, quoi. Au bout d'un moment on peut pas faire cette marche arrière. Et donc je suis partie à Paris, et pour la petite histoire, moi je suis partie avec ma voiture chargée. On avait choisi un appartement pour la colocation que virtuellement, donc on ne l'avait pas visité avec Julien. Et moi, le même jour, lui est parti de Toulouse, et moi, je suis partie de Vannes. D'accord. Du Hézo, à côté de Sarzeau. Direction Paris. Et on a débarqué avec nos valises, nos matelas, etc., dans un appartement qu'on avait juste vu en photo et virtuellement. Et on s'est installé en coloc. On s'était que rencontrés sur des week-ends. Alors certes, ça avait matché, mais on n'avait jamais vécu en coloc ensemble. Donc, c'était vraiment l'aventure la plus totale, quoi. Et ça a duré quelques années. Et en fait, Julien m'a fait monter parce que lui, il était toujours étudiant quand on s'est connus. Donc, il était logé sur les sites de ses études, en fait. Donc, je l'ai connu dans ses appartements d'étudiants. J'ai passé des week-ends à Paris où on était dans son appart d'étudiant. Donc, voilà. Et quand il a commencé à travailler pour Alan, il me dit... écoute, moi je vais partir sur le gastro, toi tu vas monter, puis tu vas prendre la cuisine d'Agéléal, parce que lui supervisait la cuisine en faisant la pâtisserie. Et quand Alan lui a proposé le projet d'ouvrir le gastro, je suis arrivée. J'ai dit, coucou, me voilà. et c'est vrai que ça a matché aussi avec Alan, parce qu'on a tous le même parcours, en fait, tous les trois. On a ce côté autodidacte. Et du coup, il y a beaucoup de monde dans sa maison qui ont ce non, pas forcément, mais c'est vrai que ça a été disons que c'est pas quelqu'un qui nous a fermé la porte non plus. C'est vrai que ça a été quelque chose d'assez facile et d'assez évident. Et il n'y avait pas de jugement sur le fait qu'on n'avait pas de formation pour lui. Il s'en fichait, en fait. Qu'on ait une formation ou pas, c'est pas ça qui comptait. Tant qu'il a l'envie. Ouais, exactement. Et c'est aussi une chance qu'on a eue.
de le rencontrer parce que moi, au retour du concours amateur et après mon petit bonhomme de chemin ici, j'ai tenté d'aller voir des collègues maintenant et des confrères maintenant et de postuler. On a dit mais oui, mais ça va être dur. Ouais. Ça va être dur, tu vas pas y arriver parce que t'as pas de formation en fait. Et on va pas avoir le temps de t'expliquer, on va pas avoir le temps. Pas de problème. Ouais. Voilà. Mais et je pense que ça, c'est peut-être plus le message peut-être pour les jeunes générations, mais je pense que quand on a l'envie et la passion, à un moment donné, il faut se créer des passions dans la vie aussi. Et c'est ça qui fait avancer les choses, c'est ça qui fait avancer les gens. Et se fixer des objectifs, se fixer des challenges aussi, parce que on a accueilli ici des personnes qui n'avaient pas de formation non plus et qui sont reparties là en étant serveuse, en étant chef de parti, ou voilà. Et je pense que c'est aussi notre part de métier. Alors pour nous, c'est moins évident parce qu'il y a plus de formations à donner sur place, mais c'est peut-être des gens qui sont peut-être qui ont peut-être plus d'envie et de hargne quand ils veulent vraiment s'accrocher, quoi. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. On n'a pas de jugement par rapport à ça. On peut très bien être assez libre sur le profil du candidat à partir du moment où tu sens qu'il y a l'envie derrière. L'envie d'apprendre ou la passion, ne serait-ce que moi j'adore cuisiner ou j'adore le contact avec les gens. J'aime partager et voilà. À partir du moment où il y a ça, les choses après s'apprennent. Et je pense que dans nos métiers, on est sur des métiers de passion. Et c'est là qu'on se dit, on regarde pas forcément la pendule, mais en fait c'est pas grave. On aime ce qu'on fait. Le matin on se lève, on est crevé, mais c'est pas grave. On y va quand même parce qu'on aime ce qu'on fait. Oui, c'est clair que quand t'es chef, de toute façon, faut pas compter tes heures. Ça, on compte pas nos heures et puis, mais c'est même pas quelque chose qui nous. Enfin, moi, je m'en fiche en fait. C'est je sais ce que j'ai à faire et on le fait tous les jours. Moi, je dis souvent aux clients qui nous disent ah oui, mais c'est beaucoup de travail, etc. Je dis vous savez l'intérêt d'être chef de cuisine, enfin pour moi dans ma cuisine, c'est de dire je reçois mes clients comme si je recevais des amis à la maison. Faut mettre le même amour dans notre cuisine que si on cuisinait pour 5 potes à la maison en fait. C'est ça doit se ressentir absolument. Dans ce qu'on fait, on doit forcément ressentir qu'on a envie de partager quelque chose. Ouais. Voilà. Donc ça se ressent peut-être plus sur ce qu'on fait que sur le steak frites. C'est clair, c'est évident. Et alors, quand vous avez décidé de vous installer, restaurant Iodé à Vannes, ça fait quoi les premiers jours d'avoir les clés de son propre restaurant ? Les premiers jours, c'est... on se dit ça y est, et en fait on se sent bien dans nos baskets parce qu'on cuisine ce qu'on aime au fond de nous. Et ça y est, on partage la totalité de ce qu'on a envie de partager avec les gens. Donc, et puis on rencontre aussi beaucoup de personnes, on rencontre des producteurs passionnés, et c'est là qu'on se dit, en fait, il y a plein de petits maillons dans la chaîne, et tous ces maillons de la chaîne-là, ce sont des gens qui sont passionnés. Donc c'est vrai que à chaque fois, on se dit, si on a un beau produit, c'est parce qu'on a un maraîcher qui fait bien son travail. Si on a un beau fromage, c'est parce qu'on a un bon affineur. Si on a... Voilà. Donc, en fait, c'est amener sur une table tous les métiers qui nous font tous ces produits-là aussi. Nous, on fait que les transformer, en fait, ces produits-là. Mais si on n'avait pas nos pêcheurs, si on n'avait pas nos marailleurs pour aller sélectionner le meilleur poisson, si on n'avait pas le maraîcher qui se lève tous les matins à 5h ou à 4h30, si on n'avait pas le boulanger qui nous fait un bon pain, parce que chacun son métier aussi, d'abord on n'a pas le temps, et puis on estime qu'effectivement c'est chacun son métier. D'accord. Je suis chef de cuisine, je ne suis pas pâtissière. Voilà. Il y a Julien pour ça. Et voilà, donc effectivement, on adore aussi aller rencontrer des viticulteurs ou des choses comme ça, et on met un point d'honneur aussi à aller jusqu'au bout avec notre travail, avec notre maître d'hôtel.
On n'a pas envie d'avoir une carte des vins exponentielle pour avoir des vins de partout. Non. On fait une carte des vins avec des vins qui correspondent à ce qu'on cuisine. Mais oui. Alors on peut avoir, on a quelques irréductibles, voilà, qui veulent pas quitter la région du Bordelais ou des choses comme ça, mais c'est pas les vins qui vont le plus s'adapter non plus à notre cuisine. Non. Voilà, donc on développe sur notre carte des vins qui vont, tout en ayant un panel de goûts et des choses un peu plus tanniques ou des choses un peu plus fraîches, ou etc., mais qui vont pouvoir s'adapter quand même sur notre cuisine. Et notre but, il est là, c'est on professionnalise un petit peu le conseil que notre maître d'hôtel va donner sur le choix d'un vin, etc. C'est là que le rôle est important. Ouais. Et on essaye de mettre en avant aussi d'autres produits que le vin. On va travailler avec 1 ou 2 brasseurs qui vont nous amener eux aussi par la passion des produits exceptionnels qui vont s'adapter sur notre cuisine. Voilà, enfin il y a plein de possibilités, mais c'est vrai qu'on est toujours un petit peu à la recherche de ces petits produits d'exception. Pas en étant forcément sur du caviar ou des choses comme ça, mais ces petits produits d'exception qui vont être locaux ou Bretagne ou Grand Ouest, mais qui vont apporter quelque chose, qui vont souligner notre cuisine et bien l'accompagner. Ouais. Après, je pense qu'en Bretagne, on a quand même pas mal de chance. On a pas mal de chance. Il y a quand même pas mal de choses. On est presque autonome, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est clair. Après, toutes les régions de France ont leur spécificité culinaire. Mais c'est en Bretagne, je pense que faut pas non plus chercher très loin. Au niveau du sourcing, on est pas mal. On est pas mal. Voilà. Ouais. Bon, super. Sophie, merci pour ce podcast. Avec plaisir. On fera peut-être une deuxième version sous des températures un peu plus légères, un peu plus clémentes. Et non, j'aimerais bien, en fait, peut-être l'année prochaine, voir comment Iodé a évolué, si vous avez évolué, vous, dans votre cuisine. On a déjà évolué depuis 2020. Oui, bien sûr, on a évolué. Même les clients le disent et c'est plutôt bien, parce que d'abord, ça veut dire que les clients reviennent et ont gardé un souvenir aussi de notre cuisine. Donc ça, c'est super important. Et donc, bon, le but, c'est un petit peu tout ça, quoi. Ok. On va aller se rafraîchir. Exactement. Merci beaucoup. Au plaisir. Puis, à une prochaine fois. À bientôt. Merci. Bon, ben voilà.